Bon, oui. Il est donc temps à présent d'annoncer les lauréats, maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage du prix Paysage et Espace public départemental 2024 du CF du Gard, qui pourront nous dire quelques mots sur ces réalisations qui répondent aux besoins des territoires et favorisent un cadre de vie de qualité. Et avec ces petites bouches, on pourra voir quelques images. Accueillons tout d'abord, je vais leur demander de nous rejoindre, les membres du jury qui ont pu être présents ce matin et ont eu la tâche de départager les candidatures. Alors, Charles Thomas Cabrera, paysagiste, représentant de la Fédération française des paysagistes d'Occitanie. Oui, il est là, voilà. Voilà, merci Monsieur Salès Cabrera. Bon, venez directement là, il n'y a pas de... Madame Florence Durville, paysagiste, représentante du conseil départemental du Gard. Merci d'être présente aussi. Madame Marion Batantier, architecte, représentant de l'Ordre des architectes du Gard. Monsieur Clément Baudot, ingénieur agronome, représentant de la Fredon Occitanie. Merci. Madame Florence Chibonnet, architecte urbaniste, représentante des urbanistes Occitanie Méditerranée, mais je crois qu'elle n'est pas là. Et enfin, Pascal Parabézard, responsable de la coordination sensibilisation urbanisme et paysage au CFE du Gard, ici, qui évidemment préside, en tout cas, la cheville ouvrière, préside à toute cette réunion, je la remercie. Merci mesdames et messieurs pour votre travail et votre présence aujourd'hui. Si sur les 14 projets proposés, ceux qui ont été primés cette année se situent en Garrigue, Petit Amar ou Costières, de belles candidatures ont également, je crois, concerné les communes des Cévennes et du Gard-Rodani. Ce que l'on peut dire sur les projets primés, c'est tout d'abord qu'ils ont montré un profond respect du site dans lesquels ils se sont respectivement inscrits, favorisant relations et dynamique entre les éléments naturels et construits. En deuxième point, il est important de souligner d'une part leur valeur paysagère et urbaine, c'est-à-dire les qualités esthétiques et fonctionnelles de leur aménagement, leur ambiance et la cohérence de celle-ci avec des lieux qui peuvent ici privilégier un aspect rustique par le traitement du sol, là une fraîcheur végétale ou encore favoriser l'accueil des usagers pour un véritable espace de vie. Ajoutons sur ce point que le choix de sol perméable, d'espèces végétales locales, voire une réflexion sur l'écoulement des eaux, confère à ces projets une grande valeur environnementale. Enfin, il ressort de ces projets un souci d'informer et d'associer en amont les populations, et on sait que l'attention portée à une expertise d'usage est souvent la garantie d'une meilleure appropriation et d'un respect des lieux dans le temps. Le jury a ainsi nommé 4 lauréats dans 3 catégories. Dans la catégorie, d'abord, espace public, 2 prix ont été attribués. J'appelle pour l'aménagement de la place des écoles, Monsieur Serge Rouvière, premier adjoint de la commune de Saint-Mamère-du-Gard, maître d'ouvrage, et Monsieur Philippe Cadoré, paysagiste concepteur de l'agence Némis à Nîmes. Voilà, bravo, merci à vous. Je ne sais pas si vous voulez en dire un peu. Je voudrais remercier les membres du jury, au nom du conseil municipal et de l'ensemble de la commune de Saint-Mamère. C'est un chantier un peu particulier qui a été conduit donc, avec M. Cadoré sur le site de la place des écoles, avec des bassins plantés en creux, qui sont des bassins qui sont végétalisés et qui permettent une infiltration d'eau, et avec toute une zone qui a été aménagée en 2 phases, avec un niveau d'intégration paysagère au niveau de la commune, un aspect aussi social, parce qu'en fait, c'est une zone qui est très fréquentée et qui permet à pas mal d'habitants de se retrouver le soir autour des équipements. Alors, bon, c'est un projet qui a d'abord été programmé et concerté par la commune, aussi avec la consultation des habitants et avec des pourcentages, des tout cela, avec un programme assez classique, des nécessités d'avoir des stationnements, des jeux d'enfants,
partie, en fait, c'est essentiellement la première phase de l'aménagement du skatepark avec des équipements collectifs, notamment un terrain multisport. Et après, sur la notion d'infiltration, en fait, au départ, c'était un peu compliqué par rapport à la nature du sol, notamment la présence d'argile en partie souterraine. C'est compliqué. Ensuite, quand on a commencé à travailler, je vois qu'il y a une image à gauche qui est une perspective. La première réunion qu'on a eue à la mairie, il y avait la directrice de l'école qui m'a demandé si on connaît des stagiaires. Et ce petit montage en 3D à gauche était fait par la fille de la directrice de l'école, qui était dans une école de design et qui est venue faire des 3D chez nous très très bien. C'est pas une vue réelle, c'est une vue faite dans les films. Alors quand on a reçu cette commande de la commune, au-delà du programme, le thème principal c'était de faire une place de village. La place de village, déjà, essayer de définir ce que c'est une place de village. Pour nous, une place de village, c'est quelque chose d'assez simple, hein, c'est des arbres d'ombrage et un sol stabilisé, un sol clair, qu'on puisse se permettre, et ça se fait un peu de porosité. L'autre difficulté dans ce genre de projet, c'est qu'on n'est pas dans un centre historique, on est dans une périurbanité, et très souvent les périurbanités de nos villages sont déstructurées, et parce qu'il y a des maisons un petit peu dans tous les sens. C'est l'histoire qui le sait, il y a des maisons qui sont souvent au milieu de parcelles, et on a d'abord un besoin de redonner une structure à ces espaces périurbains. Ça, là, les aliments d'arbres nous permettent, dans ces cas-là, de redonner une structure. Et ensuite, on est parti sur l'idée d'un espace polyvalent avec essentiellement un espace stabilisé, un espace dit de rencontre, c'est-à-dire limité à 20 km/h, puisqu'il y a des voitures qui doivent passer à travers, mais ça doit montrer très clairement que la priorité est aux piétons. Donc les voitures sont tolérées. Il fallait aussi du stationnement, donc on a laissé une place de stationnement, mais c'est sur du stabilisé et pas avec des bandes blanches. Il fallait qu'on évacue absolument le vocabulaire routier, donc c'est simplement des clous. J'espère qu'on le voit encore un peu. Et alors c'est tout bête, mais c'est compliqué au démarrage. C'est compliqué pour la commune de gérer le stationnement, parce que les gens, s'ils n'ont pas la bordure TNE, parce que vous connaissez tout ça, et les bandes blanches, bah, c'est panique d'abord. Je crois que maintenant, ça se passe plutôt bien, on va dire. Il y a encore des petits soucis, mais ça se passe plutôt bien. Et ensuite, puisqu'il fallait aussi gérer le village, l'endroit, on a donc proposé de faire des parterres entre eux. C'est des choses qu'on voit de plus en plus, d'autant plus que ça devient très à la mode de gérer le village, il y a des gros problèmes un peu partout. Alors ça, c'est des choses que nous, on fait dans nos projets assez régulièrement. On va avoir des massifs entre eux de 30-45 mètres. C'est très compliqué à faire comprendre aux entreprises. Le paysage qui en général, là, ça s'est pas mal passé. Et en général, les entreprises au paysage arrivent et ils remblaient complètement et on l'a pas vu pour la pluie. Aujourd'hui, on appelle ça des jardins de pluie. Pour la petite histoire, moi j'appelle ça des jardins andalous parce que il y a une quarantaine d'années, je suis venu ici à la Chartreuse. Il y avait une très belle exposition sur les jardins arabo-islamiques, avec un petit bouquin qui est sorti à l'époque. Et j'avais été très impressionné par cette manière de gérer l'eau. Dans les jardins islamiques, on gère l'eau, on peut partir en feu pour pouvoir les irriguer. On trouve en sud de l'Espagne, dans les jardins islamiques. C'est des choses que nous on essaie de perpétrer dans notre projet. Je dis ça parce que dans l'aspect occidental, les massifs sont en hauteur. Et les derniers, les massifs sont en hauteur. C'est tout à fait insignifiant. Ensuite, on a eu quand même des soucis. On voit des images qui sont pas trouvables. En creusant, on s'est rendu compte qu'on était sur des argiles. Donc, c'est des jardins qui devaient servir à stocker l'eau, puis à la renvoyer dans le fouillage. Ça peut aussi servir de bassin d'infiltration. Sur l'infiltration, je crois que ça marche pas très bien, mais ça marche quand même. Je pense que ces chantiers-là, ce qui est très important, c'est la préparation du chantier aussi, avec tous les aspects sondage géotechnique, analyse des sols, et bien vérifier qu'on est sur des zones où il y a bien d'infiltration, parce qu'on peut se retrouver confronté à des problèmes de ce type. En fait, vous avez des nappes hautes, vous avez des argiles, et ça peut créer des problèmes d'infiltration par la suite. Mais bon, ça marche quand même assez bien par rapport à ce qu'on attendait. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire.
occupé, il y a beaucoup d'activités. Comme je disais, il y a un skatepark. Alors on a une particularité d'avoir un skatepark en plein centre-ville, c'est pas courant. Il n'y a pas de bruit pour autant, parce que c'est un skatepark en béton. Et ce skatepark a été dessiné par les enfants du village aussi. Donc il y a une participation collective au projet. Et à ce titre-là, c'est un projet qui est assez intéressant. Merci beaucoup. Bravo encore pour cette réalisation. Toujours dans la même catégorie espace public, le deuxième prix ex aequo. J'appelle pour l'aménagement de l'impasse de la Migraine Madame Cécile Marquier, maire de la commune de Villevieille, maître d'ouvrage. Voilà. Merci Madame. Et le maître d'œuvre, l'agence ILIA de Turfort, qui n'est pas présent, je crois, aujourd'hui, et que l'on remercie. Madame. Bonjour à tous. Donc nous, on a aménagé l'impasse, c'est dans le cadre d'une tranche de travaux sur le village. On a phasé les tranches de travaux dans le village. Villevieille, c'est un oppidum gallo-romain. Donc la particularité lors des travaux, c'est que, pas sur cette partie-là, mais sur les autres rues, eh bien, on a eu des fouilles. Donc chaque fois qu'on ouvrait, on faisait des tranchées, la drague venait et on fouillait. Donc on a retrouvé, on a eu quelques découvertes, des mosaïques et des bas de murs. C'était intéressant, donc tout le village vient, on regarde, ça reste ouvert pendant quelques mois, voilà. D'où des travaux qui ont été beaucoup plus longs que prévu. Et donc là, en fait, pour ce prix, on a juste présenté l'impasse de la Migraine, qui fait donc une toute petite partie des travaux, mais qui nous tenait à cœur. Donc cette partie, elle a été dissociée du reste des travaux. Et on l'a travaillé de façon différente, totalement différente, puisque c'est du béton désactivé dans les rues du village, puisque les véhicules circulent dans le village. Et sur cette partie-là, il n'y a pas de véhicules, et on a travaillé en concertation avec les riverains, qui habitent de part et d'autre, qui souhaitaient qu'on conserve, parce que c'était déjà végétalisé, mais c'était un vieux revêtement qui était une espèce de vieux goudron. Et en fait, et affleurer les vieux pavés qui allaient dessous. Alors le rêve, ça aurait été qu'on puisse conserver les vieux pavés, les faire surgir dessous le goudron, mais c'était pas possible. Donc on a travaillé avec le bureau d'études pour recréer des pavés et végétaliser, permettre l'infiltration des eaux, parce que là, ce qu'on voit pas trop, mais c'est que c'est en pente, et au bout, il y a un avaloir, et l'eau s'évacue dans le village. De l'autre côté du village, le village s'est entouré d'un rempart, donc au fond là, il y a un petit but de rempart. Voilà, donc c'était un projet qui tenait au cœur de l'ensemble des villageois, je pense, et un peu plus particulièrement pour moi, parce que c'était un peu redonner vie à mes souvenirs d'enfance, et c'est vraiment la photographie et la couleur de mon enfance. Donc je vous remercie beaucoup de nous avoir sélectionnés. Merci à vous. Merci, Madame Marquier. Ensuite, on change de catégorie, la catégorie aménagement urbain et paysager. Et les lauréats pour le projet, donc les lauréats sont pour le projet de valorisation écotouristique du phare de l'Espiguette, c'est-à-dire la ville du Grau-du-Roi, maître d'ouvrage représenté par Madame Françoise Dugarret, maire adjointe déléguée au tourisme et l'innovation touristique ainsi qu'au développement du tourisme d'affaires. Bonjour, voilà, le titre est assez... Et puis Monsieur Alexandre Lebel, architecte paysagiste de l'agence Parc et Jardin Méditerranéen au Pen Mirabeau. Merci Monsieur.
Merci, bonjour à tous. Bonjour. Donc, avant sur son territoire un bâtiment patrimonial classé monument historique, que ce patrimoine bâti soit au cœur d'un site naturel classé grand site de France pour ses paysages remarquables, c'est une immense chance, un atout majeur, mais c'est aussi une grande responsabilité. Décider de l'ouvrir au public, de le partager, de le donner à voir, c'est beaucoup de joie, mais aussi, encore une fois, c'est une très grande responsabilité. Chaque grand site de France dégage un esprit qui lui est propre. Les peintres, les poètes, les écrivains savent ressentir et transmettre cet esprit des lieux. Les responsables des grands sites, réunis au sein du réseau Grands Sites de France, ont choisi de poursuivre une ambition, mettre la préservation de l'esprit des lieux au cœur de leur action. Afin que chaque visiteur aujourd'hui et demain puisse vivre à son tour cette expérience du lieu unique au phare de l'Espiguette. C'est dans cet état d'esprit que la commune du Grau-du-Roi a abordé le projet d'ouverture du phare de l'Espiguette au public, aux côtés du Conservatoire du Littoral et de tous les partenaires et financeurs de ce merveilleux projet, et l'Europe, l'État, la région Occitanie, le département du Gard, le PETR Littoral-Camargue, la communauté de communes Terre de Camargue. Cela a été la feuille de route des professionnels qui ont œuvré pour la mise en musique du projet, des architectes, des paysagistes, des ingénieurs, des artisans, des scénographes, le muséographe et aujourd'hui le gestionnaire. Mettre en œuvre des installations qui assurent la préservation de ces paysages d'exception, mais aussi un accueil de qualité, le sens du partage, avec un fil rouge, le développement local et touristique durable. Nous avons aujourd'hui, face aux résultats proposés, la conviction que chacun a su s'approprier ces valeurs pour les promouvoir et les mettre en œuvre concrètement, en devenant ainsi le vecteur d'un tourisme durable qui se fonde sur les paysages d'exception et l'expérience du lieu grâce à une intégration paysagère qui se laisse oublier tout en sublimant ce qu'elle donne à voir. Un aménagement qui s'efface au profit du site naturel remarquable qu'il traverse, le cordon dunaire exceptionnel de l'Espiguette. Ce prix que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui me permet au nom de Monsieur le maire du Grau-du-Roi, mais aussi de l'ensemble des habitants de la commune, de remercier Alexandre Lebel pour tout le travail, énorme travail qu'il a fait. Merci aussi à UE de nous avoir retenus. Et c'est aussi une reconnaissance pour notre commune et pour Monsieur le maire Robert Cross qui a porté ce projet contre vents et marées, Covid, augmentation des prix des matières premières, sans jamais le remettre en question. Et un dernier remerciement pour l'ensemble des services de la ville aussi qui ont œuvré pour porter complètement ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que le discours était vraiment impeccable, donc j'ai plus beaucoup de choses à dire. Mis à part que là on a fait vraiment un zoom sur le projet en mettant en avant l'aménagement paysager à travers le massif du Nerf par la création d'une passerelle en bois qui vient onduler dans le massif du Nerf et permettre d'ouvrir des perspectives sur différents endroits parce que c'est un site extrêmement riche au niveau de la faune, de la flore, mais également aussi on aperçoit le phare, on aperçoit aussi des restes de glaucose, la végétation qui va pousser d'une certaine façon, les dunes qui vont elles bouger aussi, parce qu'il faut penser que c'est un site qui bouge, et ça c'est un des enjeux importants dans le choix et dans le positionnement de la passerelle. Mais c'est un projet partagé aussi avec les architectes qui sont dans le fond, avec Florence Zano, mandataire, et Hugo Nosera, qui a travaillé sur le bâtiment d'accueil, qu'on voyait sur la photo juste avant. Voilà. Et puis Aurélien Fouettes, qui est mon collaborateur, qui a travaillé grandement aussi sur le projet. Donc c'était assez incroyable comme mission. Je voulais juste faire une petite anecdote, parce que quand on a commencé à travailler sur ce dossier, on n'avait pas de support papier, on n'avait pas de plan de géomètre. Et il a fallu
vraiment s'insérer dans le site, essayer de le respecter au maximum. Donc on s'est rendu sur place et on a planté des fiches devant nous pour déterminer l'emplacement de cette passerelle. Voilà, donc c'était vraiment chaque fiche, en fait, avait sa position pour donner une direction, ouvrir des perspectives et aussi respecter le lieu. Ça, c'était très important. Je fais ça avec mon collaborateur Aurélien. Et après, justement, là, on a grâce à l'outil informatique, modélisé entièrement tout le site, les dunes, les arbres, les plantes, les éléments qu'il fallait protéger, et on a pu commencer à construire le projet. Voilà. Et après, ce qui était aussi extrêmement important, parce que ça a commencé en 2018, l'appel d'offres, quand Bonocera m'a appelé pour dire Alexandre, est-ce que tu veux partir avec nous? J'étais ravi. Et le chantier a commencé en 2021. Et en 2021, il y a l'entreprise Philippe Frère qui a travaillé sur ce dossier, qui n'a pas mis un engin dans l'espace naturel. On a travaillé vraiment à reculons sur le tracé de la passerelle, et l'idée c'était vraiment de préserver le site, parce qu'il faut tous qu'on ait des gestes éco-citoyens, et même dans le cadre d'un chantier de cette envergure. Voilà, merci. Merci encore, bravo pour cette réalisation et la façon dont vous l'avez traitée. Dernière catégorie, la catégorie adaptation au changement climatique. Un prix a été attribué à la désimperméabilisation de la cour de l'école maternelle Jeunesse-T, et j'appelle pour ce prix M. Rémi Nicolas, maire de la commune de Marguerite, maître d'ouvrage, et Mme Pauline Constant, architecte paysagiste, agence CMO Paysage à Nîmes. Merci, voilà, approchez-vous. Et bravo, un projet dont on avait parlé avec Rémi, un très beau projet aussi. Merci tout d'abord, je tiens à remercier les membres du jury, merci M. le Président du CM, cher Vincent. Alors de laisser à Pauline le soin de présenter toute la partie technique de ce projet-là. C'est certainement le plus petit projet qu'on a porté sur la commune de Marguerite depuis le début de ce mandat. C'est un projet à moins de 100 000 euros. Mais c'est certainement l'un des plus emblématiques. Alors bien entendu, parce qu'il s'inscrit dans une recherche de vertu environnementale, de désimperméabilisation de cette cour d'école qui, comme la plupart des cours d'école en France, était une cour jusqu'à présent totalement goudronnée. Mais ça reste une petite école de 3 classes, 60 élèves. Et ce projet est emblématique parce que nous avons voulu le travailler comme nous travaillons l'ensemble des projets sur la commune de Marguerite, c'est-à-dire en concertation, et on est allé même jusqu'à la co-construction. Mais du coup, la concertation, elle s'est faite avec des enfants de 3 à 6 ans. Et je me souviens, lorsque l'on avait dit à Pauline, il faut à tout prix passer par cette étape-là. Nous, c'est la porte d'entrée obligatoire pour tout projet. Et le résultat a été extraordinaire. De voir ces enfants s'approprier le sujet de l'inondabilité avec des Playmobil. Et des enfants qui m'ont expliqué que lorsque l'eau coulait sur la plaque noire, et ça noyait le Playmobil qui était en dessous. Par contre, lorsque la plaque était verte, l'eau elle passait sous la plaque verte et le Playmobil n'était pas inondé. Donc ils ont tout compris. Ils ont tout compris et ils ont bien entendu transmis ça à leurs parents lorsqu'ils rentraient de l'école. Et du coup, ce projet de cette petite école est un projet qui a fédéré l'ensemble de la communauté éducative, les enseignants, évidemment, donc les enfants et les parents. Et on est allé jusqu'à réunir les parents un dimanche matin, en leur demandant d'apporter leurs outils, leurs pinceaux, leurs peintures pour venir peindre vous voyez les jeux là qui sont peints, ils ont peint des fresques. D'ailleurs, demain, ils reviennent un autre dimanche matin. Pour vous dire que du coup, ce projet, il est devenu un véritable projet citoyen.
Et le résultat aujourd'hui, pour une rémunération clinique, le résultat aujourd'hui, parce qu'on a passé une année scolaire dans cette cour d'école, c'est que les enseignants et les parents vous disent, alors certes, les enfants sont plus sales. Ah, non, c'est plus sale quand on joue dans la terre, lorsqu'on joue dans le goudron, mais par contre, ils sont bien plus apaisés. Et donc, je crois qu'on a gagné notre pari. Donc, oui, c'est une belle fierté d'avoir porté ce projet-là, et on l'a porté grâce à CMO Paysage, à qui je vais laisser la parole, qui va nous présenter la partie. Voilà. Comment on est arrivé à ça? Allez-y, Paul. Bonjour à tous, merci au jury d'avoir choisi ce projet. En effet, donc, la concertation, M. le maire en a parlé, c'était assez intéressant parce qu'il y avait cet effort de sensibilisation. Au-delà de la question du simple cycle de l'eau, l'objectif c'est d'expliquer aux enfants pourquoi il y a un intérêt à tel revêtement plutôt que tel autre, à faire infiltrer de l'eau. On peut faire des choses très simples et ils sont très attentifs. On leur a fait faire des maquettes et ensuite, nous, notre travail c'était d'interpréter cette maquette et en lien avec les historiciens, on travaillait avec un bureau d'études hydrauliques pour la question de la perméabilité des sols et les solutions d'infiltration. On a fait en sorte que les 1000 m² d'espace de cours soit un maximum infiltré sur le site. Donc on a 1000 m², la cour était... Il y avait une partie basse qui était un parc dans lequel les enfants n'allaient pas parce que la cour était fermée, on avait une problématique de niveau, presque 70 cm entre les deux cours. Il y avait un toboggan qui existait dans l'espace bas, donc les enfants avaient très envie d'y aller, mais ils n'y allaient jamais, puis c'était déjà très ombragé. Donc on a placé le toboggan à l'interface entre les deux, on a customisé, puis on a rendu la partie basse accessible. Peut-être que les arbres ne nous remercient pas trop aujourd'hui, parce que les enfants, ça compacte vachement seul. Mais ceci dit, voilà, on a fait un travail de récupération des eaux de toiture. En fait, c'est cette eau-là qu'on infiltre un maximum. Donc, récupération de toiture via des plumes qui temporisent la vitesse de dispersion dans le sol, parce qu'on est quand même sur des sols argileux, et difficilement infiltrant, même si ça infiltre quand même très bien. Et on a créé des grandes zones qui permettent aux enfants de faire des jeux de manipulation avec des graviers qui servent à infiltrer l'eau et éviter qu'elle soit libre en surface, parce que 48 heures d'eau libre, c'est un danger terrible pour les moustiques, donc on évite ça grâce au gravier, et ça donne une nouvelle surface de jouabilité, voilà, parce que quand ils sont tout petits, les jeux de transvasement sont très demandés, et après on a créé des espaces calmes, des terrasses de méditation, et en fait, en concertant les enfants, on se rend compte que c'est aussi de ça qu'ils ont envie, de pouvoir se retrouver, se poser, faire des petits jeux, lire, pas que courir et tourner en boucle en vélo. Voilà, donc c'était un beau projet qui s'est voulu sobre, donc on a supprimé une partie des revêtements, mais on n'a pas fait de nouveaux revêtements. Voilà, il n'y a pas de nouveau béton drainant ou de nouveau enrobé drainant. On a conservé l'enrobé qui pouvait l'être et on l'a peint. Et après, on a laissé beaucoup de terre battue. Voilà, mais ça marche bien. Je n'ai pas reçu encore de lettres de plein de parents. Donc ça va. Voilà. Mais c'est tout. Merci à tous. Je dis quoi l'attention matérielle. Bien, merci à tous. On arrive au terme de cette remise des prix. Je vous remercie encore le jury pour le travail effectué. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe du CAE, son directeur Stéphane Cartou et Pascal et toute l'équipe, parce qu'on est là dans une des missions du CAE, à savoir sensibiliser à ce qui peut être du beau et du bien pour tout le monde. Et donc ce prix, ces prix, cette remise des prix, c'est aussi fait pour récompenser ceux qui ont bien travaillé, parce qu'on estime, le jury estime avoir bien travaillé, mais aussi pour donner des idées plus largement à ceux qui peuvent réaliser des belles choses dans leur commune. Et à côté du conseil aux communes, on fait aussi ça pour le grand public. Et je pense qu'on est en plein dans la volonté d'essayer à notre mesure de transformer un peu les choses dans la perspective des enjeux qui aujourd'hui nous concernent tous. Voilà, merci à tous. Merci encore à la Chartreuse pour l'accueil. Et puis je crois qu'on va se diriger pour le vin d'honneur. Merci beaucoup.